Bonjour Olivier et merci d'avoir accepté cette présentation, cet entretien autour du pardon. Alors, si vous voulez, entrons avant d'entrer dans le vif du sujet, ce que je vous invite à faire, c'est de faire plus ample connaissance avec vous, de nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que c'est que cette notion de pardon pour vous, comment vous êtes lancé là-dedans, hein, ce que je vous disais sur quand vous êtes tombé dans la marmite du pardon. Oui, Et avant ça, voilà. avant ça, je suis tombé dans la marmite du développement personnel quand j'étais très jeune, vers 17-18 ans. Je me suis passionné pour ce domaine-là et puis j'ai eu la chance de pouvoir faire, on va dire, le gros de mon parcours professionnel dans ce domaine. D'abord comme auteur Mhm. avec un premier livre à 21 ans qui concernait ce qu'on appelle les rêves lucides. Et puis l'écriture de ce livre m'a fait rentrer dans le milieu de l'édition, du développement personnel, spiritualité, santé. Et au fil des ans, j'ai écrit donc une quinzaine d'ouvrages qui sont pratiquement tous soit des essais, soit des ouvrages de développement personnel. Et parallèlement, puisque quand on écrit, on ne sait jamais si un livre marchera pas, donc il est recommandé d'avoir d'autres sources de revenus. Donc Ouais. j'ai eu d'autres casquettes toujours dans ce domaine-là, à la fois comme traducteur de pratiquement une centaine de livres de développement personnel à ce jour, comme éditeur et comme directeur de collection avec plusieurs éditeurs, les éditions Jouvence, les éditions Trait Daniel, d'Angle et d'autres. Donc j'ai aidé de nombreux auteurs à se faire publier en français. Mhm. Et puis, les choses m'ont amené petit à petit à intervenir autour des thèmes de mes livres, principalement en conférence au début, puis effectivement en atelier autour de cette thématique du pardon. Alors, comment le pardon est entré dans ma vie? Eh bien, en tant que traducteur, en tant qu'éditeur, j'aimais bien rencontrer les auteurs que je traduisais ou que je publiais. J'en ai rencontré beaucoup auprès desquels j'ai eu l'occasion de me former. Je cite toujours Marshall Rosenberg. La communication Mhm. violente, c'est quelqu'un dont j'ai eu la chance de publier le livre en 97. J'ai eu aussi la chance de faire une semaine de formation avec lui. Et comme autre exemple, étroitement lié avec ce dont on parle là maintenant, eh bien, j'ai traduit et publié en français la plupart des livres de Don Miguel Ruiz, l'auteur de ce célèbre best-seller mondial qui s'appelle Les Quatre Accords Toltec. Et Mhm. lorsque je traduisais ce livre, je me disais, tiens, voilà un auteur que j'aimerais rencontrer. Il se dégageait quelque chose d'assez rare, je trouve, dans ses écrits. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 99 au Mexique. J'étais parti faire un stage là-bas avec un petit groupe de francophones. Et au cours de ce stage, Miguel Ruiz m'a fait vivre une expérience de pardon qui a été profondément transformatrice. On va dire, il y a eu un avant et un après voyage au Mexique. Et avant que je reparte de là-bas, comme il savait que j'écrivais des livres, il m'avait dit, voilà, tu as un nouveau bouquin à écrire, que j'ai mis 10 ans à écrire d'ailleurs. Je l'ai écrit en 2009. Et depuis 2009, depuis l'écriture de ce livre, d'abord en anglais, puis en français, eh bien, je n'ai pas arrêté d'être sollicité pour partager cette manière de travailler le pardon que j'ai découverte à cette occasion et qui est à la fois d'une simplicité confondante et en même temps profondément transformatrice, profondément, j'ai envie de dire, thérapeutique, et qui fait qu'en l'espace de quelques années, je me suis trouvé débordé par les demandes que j'avais et que j'ai décidé donc de former des gens à créer des cercles de pardon. Comme il y a des cercles de prière, des cercles de guérison, cercles d'hommes et de femmes. Mhm. Et la simplicité, comme je disais tout à l'heure, et la puissance de cet outil ont fait qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 80 cercles de pardon qui se sont créés entre la France, Suisse, Belgique, Luxembourg, le Québec, la Guadeloupe, Martinique, la Nouvelle-Calédonie et Tahiti pour l'instant, avec des demandes qui continuent d'affluer d'autres régions du monde où les gens ont entendu parler de ce travail. Ouais. Il faut dire que cette notion de pardon est importante. Bon, oula, on a une sonnerie un petit peu désagréable, mais bon. Oui. Vous m'entendez toujours bien? Oui, oui, il y a eu un moment effectivement avec les. D'accord. Ouais. Euh, oui, il est vrai que que cette notion de pardon est importante dans la vie des uns et des autres. Mais votre approche, elle a quelque chose de différent parce que quand on parle de pardon, on a une tendance à mettre une connotation religieuse derrière l'approche que vous en avez est radicalement différente. On Oui, est dans un mouvement à 180 degrés, hein, on ne regarde pas la même chose. Hein.
Effectivement, alors dans la manière dont moi je l'ai reçu, il y avait encore une composante, on va dire spirituelle pour pas dire religieuse. Mais rapidement, je me suis rendu compte, et surtout en vivant ici en France, qu'il était nécessaire de pouvoir offrir cette manière de cheminer vers le pardon à tout le monde, quelles que soient les croyances, les convictions de chacun. Et effectivement, je le constate maintenant avec quand même plus de 6 ans de recul et des milliers de personnes qui sont passées par ce travail-là, que les gens soient juifs, chrétiens, musulmans, qu'ils soient athées ou bouddhistes, qu'ils soient agnostiques ou autre chose, eh bien, il y a rien qui vient heurter leurs convictions. Il n'est pas demandé d'adhésion à ceci ou à cela. C'est un chemin qui est vraiment accessible à tous. Et je pense que c'est important parce qu'on a tous besoin de cette guérison des blessures du cœur, quelles que soient nos convictions personnelles. Exactement. Et vous parlez de guérison du cœur. Et oui. C'est une dimension, c'est non seulement guérison du cœur, mais guérison de l'âme, de l'esprit, et avec votre approche et ces quatre pôles qui interagissent et qui se soignent mutuellement, on va dire. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que je dis souvent qu'en plus le cœur est entre la tête et les mains déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait un cœur qui est malade, qui est blessé, qui est dans la haine, le ressentiment, les non-dits, etc., va déteindre à la fois sur nos pensées, donc va nous amener à broyer du noir, à être suspicieux, méfiant, triste, etc., mais va aussi déteindre sur les mains symboliquement, c'est-à-dire aussi bien sur notre corps où on sait aujourd'hui, études à l'appui, que l'incapacité à pardonner a des conséquences très lourdes pour soi-même, hein, ça nous rend malades littéralement, ça nous prive même de précieuses années de vie, 5 à 6 ans de moins que la normale, et puis ça va déteindre sur nos projets, sur nos réalisations, sur tout ce qu'on fait. Donc, guérir le cœur, c'est pas guérir seulement le cœur, comme c'est la courroie de transmission entre la tête et les mains, entre le mental et le physique, eh bien, ça va avoir des répercussions sur tous les niveaux de notre vie, au niveau émotionnel, physique, relationnel. Ça va changer les relations qu'on aura avec soi, avec les autres. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que je suis un expérimentateur fini. Ça fait bientôt 35 ans que j'expérimente toutes sortes d'outils, toutes sortes de choses pour améliorer sa vie individuelle et collective. Et sincèrement, je n'ai rien trouvé à ce jour de plus puissant, de plus profondément libérateur et transformateur que ce travail sur le pardon. Et je m'empresse d'ajouter que je dis ça sans vouloir ramener les gens à ma chapelle. La preuve en est que j'organise chaque année un grand événement qui s'appelle les Journées du Pardon, 4 jours en résidentiel, dans un lieu magnifique où on peut recevoir facilement 200 personnes. Et là, je fais venir toutes sortes de gens. Des intervenants internationaux qui l'un apportera une conférence plénière, l'autre un atelier, un troisième ça sera un témoignage, on a même eu des romanciers. L'idée étant justement de décloisonner, de montrer que c'est pas ma méthode est mieux que la tienne ou ça c'est mieux que cela, mais qu'on a besoin de cette diversité d'approches, de méthodes pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied. Vous avez une idée de quand est-ce que ce sera cette année, et où et quand? Alors, on le fait chaque année aux mêmes dates, c'est-à-dire autour de la Toussaint. Donc, cette année, la Toussaint tombe le mardi 1er novembre. Donc, ça sera samedi, dimanche, lundi, mardi, donc du 29 octobre au 1er novembre 2016. Et donc, ça se tiendra toujours dans ce lieu où m'est venue l'idée de cet événement, qui est un endroit magnifique dans le Doubs, qui s'appelle le Val de Consolation. Hein, ça, on peut difficilement… Quel nom peut décider en plus. Pardon, c'est un lieu qui est géré par une association qui s'appelle Artisans de Paix, que dirige Alain Michel, que certains ont connu autrefois via l'ONG Équilibre, qui assurait le transport routier vers toutes les zones sinistrées de la planète. Donc c'est un très beau lieu et c'est un des rares lieux où on peut recevoir 200 personnes en résidentiel pendant 4 jours, vivre vraiment ces moments riches et intenses. Et si ceux qui nous écoutent vont sur le site journéedupardon.fr, journée au pluriel, ils pourront voir notamment les vidéos de l'édition 2015 qu'on a mises en ligne en tout début d'année 2016, notamment les vidéos des conférences plénières. Il y a quelques perles, quelques témoignages vraiment très très forts à regarder là-dessus. Effectivement. Et vous, à titre personnel, comment vous avez vécu justement cette transformation grâce au pardon depuis que vous le pratiquez? Parce
puisque vous l'enseignez, j'imagine que vous le pratiquez aussi. Oui, Je suppose. oui, oui. Oui, j'ai commencé par pratiquer pendant très longtemps comme une sorte de yoga, je parle de douche du cœur ou de yoga du cœur. L'idée étant de dire voilà, on fait du yoga pour maintenir son corps en forme, on prend une douche tous les jours pour ne pas incommoder les autres avec des odeurs déplaisantes et pour se garder frais. Et bien, on peut faire la même chose au niveau émotionnel, au niveau du cœur. Et cette hygiène-là, cette hygiène émotionnelle, elle est juste géniale parce qu'on évite l'accumulation sur des jours, des semaines, des mois de petites contrariétés, ressentiments, tensions, qu'on a l'air de rien, c'est tellement banal sur le moment. Sauf que c'est ce que j'appelle l'effet grenouille, hein, par référence à mon livre, La grenouille qui ne savait pas qu'elle était cuite, c'est qu'on ne se rend pas compte que progressivement, gentiment, on va perdre en qualité de lien, en qualité de contact. On va commencer à se couper d'un certain nombre de choses. Et puis, au bout de 5 ans, 10 ans ou 20 ans de ce régime-là, eh bien, quelque chose, c'est vraiment, comment dire, a perdu en qualité, en beauté, en intensité. On vit quelque chose de ratatiné, d'un peu desséché, d'un peu aigri. Et sincèrement, le temps que ça prend de consacrer régulièrement un moment à dire allez, je vais aller dénouer, je vais aller libérer dans les eaux du pardon ce qui commençait à se cristalliser et à m'intoxiquer, franchement, ça n'a pas de prix. Si on regarde l'investissement que ça demande et ce que ça nous apporte d'un autre côté, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait contribuer à propager parce que c'est vraiment faire un cadeau magnifique aux gens, quel que soit leur âge et leurs conditions. Alors, c'est un cadeau pour les autres, mais c'est un cadeau pour soi. Alors, c'est effectivement un des points les plus importants que j'ai découvert. Moi, j'ai grandi dans l'Église catholique et le pardon, dans la conception que j'en ai héritée, en gros, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Hein. Et puis, des fois, d'ailleurs, c'est tellement un cadeau qu'on fait à l'autre qu'il y a une voix en nous qui dit bah, jamais je te ferai ce cadeau-là. Hein. Voilà. Et on se rend pas compte quand on dit ça, qu'on est en train de dire, bah, en fait, je vais rester avec mes rancunes, je vais rester avec mes ressentiments, je vais continuer de me rendre malade tout seul dans mon coin. Donc, effectivement, la grande prise de conscience pour moi, ça a été de me dire, mais en fait, c'est d'abord un cadeau qu'on se fait à soi. C'est sortir de l'étau de la haine, c'est retrouver la capacité d'aimer, c'est une force de résilience absolument extraordinaire. Alors qu'après, ça puisse rayonner, à commencer par ceux qui nous entourent, notre conjoint, nos enfants, nos proches, qui vont se retrouver avec quelqu'un qui va de nouveau rayonner, de nouveau être en forme, tant mieux. Mais de dire aux gens, et c'est ce que je dis dans toutes mes conférences et tous mes ateliers, d'abord, c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Ça va changer votre vie. Voilà. Et puis d'ajouter immédiatement avec, parce que ça va ensemble, c'est pas parce que vous faites ce cadeau-là que vous devez vous priver de la possibilité, si c'est nécessaire, de mener une action en justice contre les gens qui vous ont fait du tort. Et ça, c'est très important à préciser parce que trop de gens ont encore l'idée que le pardon, c'est un truc gentillet, voire un peu nunuche et qui risque finalement de me mettre en danger, de me mettre en état de vulnérabilité, voire de me rendre stupide ou lâche. Et je dis non, pas du tout. Là, il y a confusion complète. On peut faire un travail de pardon qui va nous guérir, qui va nous libérer, qui va nous restituer notre pleine capacité à aimer et avoir le discernement, l'intelligence, le bon sens de dire attention, je ne vais pas me remettre en danger. Il y a des actes qui sont suffisamment graves ou importants pour que leurs auteurs soient confrontés à leurs conséquences légales. Simplement, ces démarches légales que j'entreprendrai éventuellement, je les ferai le cœur en paix. Je ne les ferai pas dans un esprit de revanche, je les ferai dans une quête totalement légitime de justice, ce qui est complètement différent. Légitime et en pleine conscience, quoi. C'est-à-dire aligné avec vous, avec vos valeurs, avec vos sentiments et dans le respect de soi et le respect de l'autre. Exactement, oui. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attentif parce que des fois, avec les meilleures intentions du monde, on se lance dans une approche ou dans une technique et on perd l'équilibre. Ouais. Donc, il y a des gens qui, sous prétexte qui vont pencher côté pardon, vont en oublier le respect de soi, vont en oublier qu'on peut aussi être ferme, qu'on peut être juste, qu'on peut être droit et que c'est souvent même nécessaire. Parce que c'est quelque chose de paradoxal, mais que je dis aussi souvent, on peut mal utiliser le pardon. On peut se planquer derrière le pardon.
Hein, je prends un exemple bateau que j'invente à l'instant, mais la femme qui, par exemple, pardonnerait systématiquement à son mari tous ses délires, sa violence physique, y compris contre ses enfants, etc., eh ben, elle se planquerait derrière le pardon, alors qu'à un moment, ce qu'il faut, c'est avoir le courage de dire stop, d'aller poser une main courante, d'aller porter plainte et de se respecter soi, respecter ses enfants, puis respecter même la personne en face de nous en disant ce que tu fais là, c'est absolument pas OK du tout. On vit dans une société, il y a des lois, il y a des règles à respecter. Si tu ne les respectes pas, il y a des conséquences à ça. Ouais. Même le pardon, mal compris, peut, avec les meilleures intentions du monde, se retourner en quelque chose qui va nous faire du tort, puisqu'il va nous amener à tolérer n'importe quoi, et permettrait de cautionner quelqu'un dont les actes n'ont pas du tout à être cautionnés. C'est ça. Pour le coup, ça pourrait dans l'effet inverse. C'est Voilà. cautionner la violence, par exemple. Hein, voilà. Ce qui fait qu'il y a des gens qui rejettent le pardon en se disant si ils s'imaginent que s'ils pardonnent, ils cautionnent. Donc, comme ils veulent pas cautionner, ils pardonnent pas. Mais quand on leur dit, minute, mais c'est deux choses complètement différentes. Vous pouvez et vous guérir et retrouver une seconde vie après des choses très douloureuses que vous avez vécues et en même temps condamner l'acte et puis faire en sorte que la personne derrière cet acte assume les conséquences de ce qu'elle a fait. Et plus on clarifie les choses, plus tout d'un coup ce pardon qui semble compliqué, qui semble exiger mille et une choses, devient quelque chose de plus simple, de plus précis et donc qui est plus facile à mettre en œuvre. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs 6 ans après mon premier livre sur le pardon, qui s'appelait le don du pardon, paru en 2010 chez Très Daniel, à en écrire un autre, paru il y a moins d'1 an chez Erol, cette fois, qui s'appelle Peut-on tout pardonner? Parce que c'est la question qu'on me pose tout le temps, qui revient tout le temps. Et c'est un livre où je me suis efforcé justement et de redéfinir ce que le pardon peut vouloir dire là pour nous au XXe siècle, enfin XXIe siècle même, en tant qu'occidentaux, et puis surtout écarter une quinzaine d'obstacles qui sont autant d'amalgames, autant d'erreurs de compréhension de ce qu'est le pardon, et qui rendent sa pratique, sinon impossible, du moins très compliquée pour beaucoup d'entre nous. Et justement, c'est là où ce serait bien si vous nous en parliez un petit peu plus sur sur cette approche à 180 degrés par rapport à ce qu'on a appris justement dans le pardon, Voilà. Alors effectivement, c'est vrai que l'outil que je transmets, auquel j'ai donné le nom, j'appelle ça le don du pardon, il a cette particularité qui prend la problématique complètement à l'envers, puisque je dis toujours que moi, je n'ai pas appris à pardonner, j'ai appris à demander pardon. Et que le processus que je transmets est un processus en 4 étapes, qui sont 4 demandes successives en pardon à 4 niveaux, j'ai envie de dire, de plus importants jusqu'au pardon à soi. Et évidemment que l'idée de demander pardon lorsqu'on a soi-même vécu des choses douloureuses paraît complètement contre-intuitive, voire absurde. De se dire, c'est moi qui ai souffert, c'est pas en plus moi qui vais aller demander pardon. Et ça demande, c'est toujours un moment intéressant en atelier ou en conférence quand j'explique ça, parce que c'est de faire comprendre aux gens que, au fond, d'abord lorsqu'on demande pardon, on ne demande pas pardon pour ce que l'autre nous a fait. Ce qu'il a fait lui appartient, il a l'entière responsabilité de ses actes et de ses propos. Ce pardon qu'on demande, c'est une manière de lâcher prise intérieurement d'un mécanisme par lequel on s'enferme tout seul et durablement, parfois des mois, des années, dans le ressentiment, dans la haine, dans la rancune. C'est une manière de lâcher prise, c'est une manière d'ouvrir et de se libérer de ce piège qu'on s'est construit tout seul entre un mental à moitié inconscient et un émotionnel bouleversé et peu conscient de ce qui se passe entre nous. Il y a quelque chose de complètement paradoxal, mais au moment où les gens apprennent à dire « je te demande pardon », il y a quelque chose qui lâche, il y a quelque chose qui s'ouvre, et cette libération qu'on n'arrivait pas à obtenir en essayant de dire « je te pardonne », parce que des fois ça ne sort pas de la bouche, ben, tout d'un coup elle vient d'une manière complètement différente. Alors, je dis toujours c'est quelque chose à vivre. Quand on l'a vécu une fois, la plupart des questions qu'on a avant et des objections tombent d'elles-mêmes. Il faut l'avoir vécu une première fois parce que c'est une approche contre-intuitive. Mais on retrouve ça dans le judaïsme. Le grand pardon, c'est un moment où on demande pardon, c'est pas un moment où on pardonne. On retrouve ça dans la pratique hawaïenne Ho'oponopono, où dans les 4 phrases, il y a « je suis désolé, je te demande pardon », pas « je te pardonne ».
désolé, merci, je t'aime. Merci. C'est aussi une pratique qui développe la capacité à demander pardon. Et alors après, je ne peux pas rentrer là dans le temps qui nous est imparti dans le détail de ça, mais quand on creuse, on fait des découvertes extraordinaires sur ce renversement de posture, et on se rend compte que finalement, moi j'en suis venu à dire que le pardon, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et que tout ce qu'on peut faire, c'est créer en soi les conditions pour que ce pardon nous passe à travers. Et que dire « je te demande pardon », c'est une manière de créer une brèche dans cette armure dans laquelle on s'est enfermé en étant sûr de son bon droit, etc. Et on s'est tellement enfermé dedans que plus rien ne passe et que les gens vivent un enfer personnel. Dans cette capacité à dire « je te demande pardon », il y a une brèche qui s'ouvre et tout d'un coup, quelque chose peut nous passer à travers et peut nous libérer. Alors qu'à l'inverse, imaginez pouvoir soi-même pardonner, ça peut être dangereux, je vais vous dire pourquoi, parce que on tombe vite dans le pardon condescendant. Voilà. Dans le pardon supériorité, dans le pardon, voilà, l'autre, il est en dessous de moi, c'est à peine s'il a encore droit au statut d'être humain, et mon pardon est un peu dégoulinant, un peu condescendant vers cette personne-là. Moi, je ne crois pas à ce pardon-là. Je crois qu'au pardon humilité, c'est-à-dire un pardon qui nous met sur un pied d'égalité avec l'autre. Humilité, ça vient d'humus, la terre, qui a donné humain. Et tant qu'on est dans la tour d'ivoire de son bon droit, tant qu'on se croit supérieur aux autres, tant qu'on se drape dans ses justifications, il y a quelque chose qui ne lâche pas au niveau du mental et qui fait que ce pardon qu'on attend là, qui va nous permettre de nouveau d'aimer et de nous libérer, ben, il ne vient pas. Ouais. Et c'est ce que j'apprécie d'ailleurs dans cette approche, cette notion sans aller loin non plus de la démarche, mais dire la connotation qui vient, c'est de dire je te demande pardon de t'utiliser comme l'objet de ma rancœur, par exemple. Voilà, alors effectivement, merci de ressouligner ça, je l'ai zappé dans l'explication que j'ai donnée, c'était une des clés finalement essentielles de cette expérience que j'ai vécue au Mexique, c'est de dire en fait, j'utilise ce que tu as dit, j'utilise ce que tu m'as fait comme un prétexte à garder mon cœur fermé. Ok, toi tu m'as fait du mal, toi tu as dit ça, toi tu as fait telle ou telle chose il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Mais moi, par inconscience, par maladresse, par ignorance, je perpétue cette plaie-là. Toi tu m'as fait symboliquement parlant, tu m'as ouvert le bras là. Mais moi, ça fait 10 ans que j'exhibe ma plaie à tout le monde et que je montre comment il y a du pus et comment ça saigne et comment ça fait mal. Et moi, j'empêche cette cicatrisation, j'empêche cette guérison. Et dans le moment où je dis je demande pardon, je me rends compte que j'ai utilisé pendant toutes ces années, pendant tout ce temps-là, ce que tu as dit et ce que tu as fait pour me maintenir dans cet enfer personnel. Alors que le pouvoir de m'en libérer, il est en moi. Je croyais que c'était toi qui avais tout pouvoir sur moi. Je croyais que tant que tu t'excusais pas, tant que tu me demandais pas pardon, je ne pouvais pas guérir. Et tout d'un coup, je découvre que finalement, cette liberté, cette responsabilité, c'est moi qui l'ai. Et que quoi que tu fasses ou que tu ne fasses pas, quoi que tu dises ou ne dises pas, moi, je peux me libérer, moi, je peux guérir. Ce qui fait dire à certains, d'ailleurs, cette boutade que j'aime bien, qui disent le pardon, finalement, c'est l'ultime forme de vengeance, puisqu'on prive l'autre du pouvoir qu'il pensait détenir sur nous. Exactement. J'allais vous dire, cette forme de pardon-là, c'est une façon de récupérer son propre pouvoir. Exactement. Et après, ça va être d'où sûrement, je pense, la difficulté à se pardonner soi-même, d'avoir laissé le pouvoir aux autres de nous faire du mal. Exactement, exactement. Et ça, c'est quelqu'un qui l'a très joliment illustré, c'est Ingrid Betancourt. Il y avait une série d'interviews dans la presse à l'occasion de la publication d'un de ses livres il y a un an et demi environ. Et elle disait ça, elle a cru au début que son problème c'était avec les FARC là-bas en Colombie, qui l'ont maintenu captif pendant 5 ans. Et puis tout d'un coup, elle s'est dit, mais en fait, c'est un truc entre moi et moi-même. Je m'en veux de m'être mise dans cette situation, je m'en veux de ça. Elle s'était construite toute une histoire. Et le jour où elle a pu lâcher ça, tout d'un coup, ce pardon s'est offert à elle, sans que ces gens qu'elle reverra peut-être jamais de sa vie n'aient dit ou fait ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que ce pouvoir, il est en nous. C'est ça. Et nous, on croit que le pouvoir, c'est l'autre qui l'a. C'est comme si
Je me fais agresser dans la rue et le pouvoir de guérir, c'est mon agresseur qui l'a. S'il revient pas avec de la bétadine, avec du sparadrap, avec tout ce qu'il faut, moi je peux pas guérir. Ça serait horrible si c'était ça. C'est sûr. Eh bien, c'est ce qu'on croit quand on a été blessé, non plus physiquement, mais émotionnellement. On croit que le pouvoir de guérison est détenu par l'agresseur. Et là où il y a confusion, c'est on confond pardon et réconciliation. Oui. Le pardon, la guérison du cœur, on peut la faire soi-même. La réconciliation, forcément, il faut être deux. Donc, si moi j'ai fait ma partie du chemin, si j'ai compris, si j'ai changé, si j'ai grandi, j'ai fait la moitié, mais si l'autre personne, il n'a rien compris, enfin, s'il n'a rien changé, il n'a pas bougé, il n'y a aucune réconciliation qui est possible. Donc, oui, pour on n'est pas obligé de se réconcilier. Pardon ? Ça. Et on n'est pas obligé de se réconcilier. On n'est pas obligé. On choisit de se réconcilier ou pas. Voilà, et il faut qu'il y ait que ce choix et que ce chemin, il a été fait par les deux. Il y a des choses magnifiques qui se font aujourd'hui dans ce qu'on appelle la justice réparatrice ou justice restaurative, disent, je crois, les Québécois. Et je compte bien cette année, aux Journées du Pardon, avoir plusieurs intervenants sur ce thème-là, où là, non seulement il y a eu pardon, mais il y a eu réparation quand c'était possible, il y a eu réconciliation, il y a eu des choses extraordinaires de fait. Mais ce sont des étapes différentes et il ne faut pas les confondre. Et ça veut dire que la première étape, qui fait celle qui m'intéresse moi, en premier chef, de dire est-ce que je peux guérir? Est-ce que je peux sortir du désespoir, de la douleur, des souffrances suite à ce que j'ai vécu? Ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Après, une fois que je vais mieux, une fois que je suis guéri, là, je peux utiliser le discernement, c'est-à-dire faire marcher ma tête et me dire, OK, cette personne ou ces personnes ou ce groupe de personnes qui m'a fait telle ou telle chose, qu'est-ce qui est juste de faire par rapport à eux? Est-ce que ça doit passer par voie de justice? Est-ce qu'il y a une réconciliation possible, etc. Ce sont des choses différentes et dès qu'on les clarifie un petit peu, moi j'ai des gens qui m'ont écrit suite à la publication de mon livre en disant bah, ça y est, pour la première fois, le pardon devient quelque chose que je peux envisager, que je peux comprendre, que je peux mettre en pratique. Mais il y a des gens qui avaient tout rejeté, la religion dans laquelle ils ont grandi, les formes de pardon qui leur étaient prescrites, etc., parce que ça ne leur allait pas. Oui, ça fait des forces, pardonner à celui qui a fait mal, bon, voilà. Et puis ce pouvoir supérieur qu'on n'a pas. Oui. Voilà, c'est quelque chose de. C'est l'approche telle que vous nous la présentez est bien plus humble et efficace pour le bien que ça nous fait pour nous-mêmes. Hein, apprendre à se pardonner soi-même et demander pardon aux autres, de les utiliser comme des prétextes à être mal et à entretenir notre mal-être. J'ai trouvé ça franchement très très constructif. D'ailleurs, si on fait le lien avec la relation de couple justement, parce que c'est aussi l'objet de notre entretien, quelle place vous voyez au pardon et à la demande de pardon dans un couple? Alors pour moi, c'est une place très importante. Parce que, mine de rien, et je le vois tout simplement parce que j'ai des couples qui viennent à mes ateliers de pardon ou simplement à un cercle de pardon de 2-3 heures, et je vois comment à chaque fois c'est bouleversant, c'est profondément guérisseur, c'est profondément thérapeutique pour le couple qui fait ça ensemble. Pourquoi? Ben parce que vivre à deux, c'est forcément avoir des moments de conflit, de tension. On se connaît tellement que on sait bien que c'est parfois dans un couple qu'on va avoir nos plus grandes blessures parce que l'autre, même sans le vouloir, va savoir exactement où passer et nous dire telle ou telle chose qui va venir heurter l'enfant en nous, etc. Donc, le couple est à la fois le lieu où il peut y avoir des réactivations de toutes sortes de blessures d'enfance, mais en même temps le lieu où si on sait y faire, eh bien, on va pouvoir avoir l'occasion de les transformer, de les guérir et vraiment de grandir ensemble. Et compte tenu de tout ce qui se joue au quotidien dans un couple, pouvoir faire ce travail de pardon à la fois individuellement comme une hygiène régulière qui va éviter qu'on laisse les choses s'accumuler au fil des mois et des années, et à la fois ensemble de pouvoir avoir cette hygiène-là, de reconnaître ses erreurs, d'être dans l'envie de les diluer dans les eaux du pardon, pour moi, c'est vraiment un outil magnifique à mettre en œuvre dans un couple.
D'autant plus beau, hein. Pourquoi d'ailleurs Je ne vous entends plus là, on est de nouveau dans des sons très métalliques. Ah non, bon. Mince. Est-ce que ça va mieux là? Là, ça va mieux, oui. Je disais, et d'autant plus beau dans la relation de couple, c'est que ce pourquoi je vous ai demandé justement d'en parler ici au cours de cet entretien, c'est que c'est une façon aussi de recréer du lien dans le couple. Quand vous disiez au part de cet entretien, c'est quand on a du mal à pardonner, c'est une occasion d'entretenir des rancœurs, des rancunes, un mal-être, et qui fait que la grenouille qui était cuite, hein, on ne sait plus qu'on va mal. Dans la relation de couple, on est dans la même situation, et c'est aussi les raisons pour lesquelles les couples se déchirent. D'ailleurs, c'est une façon donc d'apprendre à se demander pardon mutuellement et d'entretenir une meilleure relation, de renouer un lien amoureux, hein, justement, pour perdurer dans le couple. Exactement. Enfin, Dans les images que j'utilise pour redéfinir l'amour, puisque je suis un grand fan des métaphores, des images, je dis souvent que le pardon, c'est la résurrection de l'amour, ou c'est la renaissance de l'amour pour ceux qui ont du mal avec le mot résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des situations où ce qu'on vit est tellement douloureux qu'une partie de nous s'éteint, meurt. Quelque chose de dire, bah, si c'est ça aimer, si c'est ça l'amour, non merci, stop, ça va bien, ça suffit. Et là, la source de notre amour tarit, quelque chose se ratatine, s'aigrit, se ferme. Et tous les gens qui ont réussi à faire ce travail de pardon, ce qu'ils disent et ce qu'on voit à travers leurs témoignages, leurs propos, c'est que quelque chose renaît. La source tarie se remet à jaillir. Donc, dans un couple, il y a de l'amour au départ, mais immanquablement, sauf exception rarissime, il va y avoir des blessures. Il va y avoir des moments où on se dit, mais waouh, c'est trop dur, quoi. Quand je vois ce qui m'arrive, ce que je me prends dans la figure, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer? Et si là, on n'a pas des outils, si on n'a pas des moyens d'arriver à débloquer ce qu'elle a, à faire renaître cette flamme qui s'est un peu éteinte, eh bien, à un moment, même avec les meilleures conditions de départ, même avec la meilleure volonté du monde, il y a quelque chose qui ne va pas résister à ça. Donc, aimer, ça ne suffit pas. Encore faut-il savoir, quand quelque chose est venu impacter cette flamme de l'amour, la réduire, la ratatiner, ou pour prendre une image plus avec l'eau, quand le débit a diminué jusqu'à n'être plus qu'un petit filet de rien du tout, eh bien, le pardon est ce qui va pouvoir permettre de lâcher, de rouvrir en gros les vannes, de se retrouver et de repartir. Donc, c'est une hygiène du couple absolument extraordinaire. Exactement. Et avec ce que l'on disait tout à l'heure à propos de guérison de soi en même temps, je ne peux aimer l'autre à son niveau, tel qu'il est, digne, dans sa dignité, si moi-même je n'arrive pas à m'aimer. Donc apprendre à me pardonner moi-même. Oui. C'est dans un couple, c'est apprendre à se pardonner individuellement et se pardonner en couple. Il y a un mouvement qui est important, quoi, pour pouvoir renaître, refaire jaillir cette source, comme vous disiez à l'instant. On parle de lien, mais c'est la même chose. Hein, on parle de la même chose. D'ailleurs, à ce propos, vous-même, vous travaillez en couple avec votre époux, si je me souviens bien. Oui, effectivement, ça c'est une grande chance qu'on a. On travaille au quotidien ensemble, ce qui fait que je dis souvent dans mes conférences, dans mes ateliers, je dis c'est facile de venir faire le beau comme ça devant 200, 300 personnes, faire une conférence, animer un atelier devant 30, 40 personnes. Mais je dis pour moi, le vrai défi, c'est mon quotidien, c'est ma femme, c'est mes enfants. Si dans ce cadre-là, j'arrive pas à mettre en œuvre ce qu'il y a dans mes livres et dans mes ateliers, j'ai aucune légitimité pour aller devant les autres. Donc pour moi, ma matière première, le jardin dans lequel je travaille jour après jour, c'est ça. Et le fait de travailler ensemble, c'est avec Annabelle qu'on a créé les Journées du Pardon. Elle m'aide énormément dans l'organisation de mes ateliers. On co-anime chaque année une retraite qui s'appelle Genesis, 7 jours pour se recréer.
On a eu animé ensemble des parties du jeu Toltec, qui est un jeu que j'ai créé il y a quelques années avec deux autres auteurs. Donc on est effectivement, on est pas tout le temps ensemble, mais beaucoup ensemble dans le travail, dans la vie familiale, etc. Et là, c'est à la fois une formidable opportunité, mais des moments, c'est un vrai défi. Parce que, voilà. Et soit on estime que le couple, c'est un truc qui va de soi, c'est bon, on s'aime et puis c'est réglé. Ah, si c'était ça, ça se saurait. Et un jardin, si j'arrête d'y aller, si j'enlève pas les mauvaises herbes, si je m'en occupe pas, si je suis pas là à en prendre soin, eh ben, au bout d'un moment, la nature a repris ses droits et puis adieu mes jolies fleurs, adieu les légumes que je faisais pousser pour la famille. Ça demande de l'entretien permanent. Et si on a ce projet-là, si on a cette envie-là, on peut faire un travail magnifique qui est pas tous les jours simple, qui est pas tous les jours facile, mais je trouve qu'il est infiniment gratifiant. Oui, et infiniment gratifiant, et j'avais envie de dire, et l'effort mérite la récompense. Oui. Hein, la récompense, elle est formidable, quoi. Hein, quand dans un couple qui continue de s'aimer après X années de mariage, et je parle en connaissance de cause, donc voilà, c'est formidable. Ça devrait être donné à tout le monde, mais encore faut-il oser se remettre en cause, se poser les bonnes questions et agir en conséquence. Oui. Parce que la tendance, malheureusement, c'est j'appelle ça le zapping. Hein, c'est j'en veux plus, ça ne me plaît plus, ça ne me plaît pas et je jette. C'est dommage. C'est très dommage. C'est dommage surtout parce qu'en fait, finalement, on reste dans le printemps de la relation. Alors, le printemps, c'est beau, il y a des fleurs, ça sent bon. Sauf que le printemps n'a qu'un temps dans la nature et le printemps doit amener derrière l'été. Derrière les fleurs, il y a les feuilles qui vont commencer à se développer. Et puis, finalement, un jour, encore plus tard, il y aura les fruits. Mais si on reste dans le printemps, jamais on atteint ces fruits. Et malheureusement, dans la littérature qu'on a, ça va des contes de fées, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, à plein d'autres choses, on nous donne très peu de clés sur ce que c'est véritablement qu'un couple, sur le projet que ça représente. Et en même temps, j'ai envie de dire que depuis une dizaine d'années, on commence à avoir quelques jolis livres qui sortent là-dessus, qui présentent, j'ai envie de dire, le couple du 21e siècle. Par exemple, je pense à ce joli livre de Don et Martha Rosenthal, qui s'appelle, je crois, Vivre l'intimité, qui était paru aux éditions Jouvence. Don et Martha animent des stages pour couple depuis au moins 20 ans. Et vraiment, j'aime beaucoup leur travail. Ils sont pas psy ni l'un ni l'autre. Lui était musicien, elle était prof d'école. Mais ils ont fait un chemin merveilleux dont ils partagent vraiment des très jolies clés. Il y a comme ça 4-5 livres peut-être que j'ai en tête où on voit émerger l'idée de se dire, être en couple, il faut qu'il y ait un projet. Et qu'est-ce qu'on va faire de cet amour-là? Et qu'est-ce qu'on va faire de ce projet-là? Et quels moyens on se donne pour que quand viendront immanquablement les moments de tension, de blessure, de difficulté, ça soit une matière première avec laquelle on puisse travailler, transformer ce plomb en or, et ça soit pas l'occasion de dire ciao, merci, je me casse. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Ce qui me fait donner l'occasion de dire, mais il me semble que vous m'aviez déjà donné votre accord, donc je vous pose la question, c'est de refaire un entretien une prochaine fois avec votre épouse sur les clés du travail en couple. Oui, je suis sûr qu'elle serait ravie de participer à ça. Ouais. Eh bien, écoutez, ça sera avec plaisir parce que justement, c'est l'objectif de mon activité sur le web, là, justement, avec les couples qui travaillent ensemble, mais qu'ils travaillent ensemble ou qui ne travaillent pas ensemble, ça intéressera tout le monde, enfin, tous les couples en général, je pense, sur les messages qu'on peut donner et témoigner, hein, déjà. Mais donc, ce sera l'occasion, nous prendrons rendez-vous, hein, Olivier, pour avec votre épouse, pour ça y est, faire un autre entretien ensemble. D'accord. Est-ce que là, pour terminer cet entretien, est-ce que vous auriez un conseil là, à donner au couple, par exemple, autour de cette dimension du pardon, justement? Alors, autour de cette dimension du pardon, alors moi j'ai envie de dire déjà une première chose, si ceux qui nous écoutent en ont l'occasion, allez
une fois faire un cercle de pardon. Aujourd'hui, il y en a entre la France, la Suisse et la Belgique. Il y en a peut-être qui nous écoutent aussi au Québec. Il y en a vraiment beaucoup. Sur le site cercledepardon.fr, il y a la liste de tous les sites. Il y a une carte qui montre où ils se sont situés. Si vous en avez un pas trop loin de chez vous, allez une fois vivre cette expérience-là. C'est ce que j'ai envie de dire au couple parce que ça peut être quelque chose de merveilleux. Ça prend peu de temps. Ça dure 2-3 heures maximum. Ça coûte pas beaucoup de sous. En France, en moyenne, c'est entre 10 et 20 euros le cercle de pardon. J'ai voulu ça à but non lucratif pour que justement ça soit d'une part accessible à tout le monde et d'autre part que les gens puissent y revenir. Parce que c'est un travail qui, plus on le fait, plus il va s'approfondir, plus cette guérison et cette libération, elle va toucher des couches de plus en plus profondes. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment la manière la plus simple. Comment ça se passe? Comment ça se passe un cercle du pardon? Alors, je décris pas trop le processus parce que l'idée, c'est justement que les gens l'intellectualisent le moins possible avant. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'il y a quelques éléments théoriques qui sont donnés, relativement peu parce que ça dure peu de temps. Si les gens veulent aller plus loin, ils viennent faire ensuite un atelier complet de 2 jours. Et puis, il y a à chaque fois des exercices pratiques qui vont amener à une expérience de première main. L'idée, c'est que les gens vivent durant ces 2-3 heures une expérience de première main de cette libération que peut apporter le pardon pratiqué de cette manière-là. Et si aujourd'hui, ça se répand comme une traînée de poudre, sincèrement, quand j'ai lancé ça il y a 3 ans, jamais j'avais imaginé que 3 ans plus tard, il y en aurait 80 et qu'on me demande aujourd'hui en Colombie, au Mexique, aux États-Unis, à l'île Maurice et ailleurs. Mais si ça se répand aussi vite, c'est que les gens qui viennent vivre ça et qui voient ce que ça leur apporte ne veulent pas garder ça pour eux. Ouais. Il y en a un nombre de plus en plus important qui me rappelle derrière en disant comment je fais pour créer un cercle dans ma ville, dans mon département, là où je suis. Et donc, du coup, d'ailleurs, on a dû créer une association pour essayer de suivre le développement tellement rapide de cette pratique aussi simple que profondément libératrice. Donc, ça serait ma recommandation. Après, on peut toujours lire les livres, on donne des outils, mais vivre ça une fois à plusieurs, dans un cercle à 10 ou 20, c'est vraiment quelque chose qui a un impact vraiment en profondeur. Et de toute façon, c'est quelque chose à vivre et à expérimenter en couple pour pouvoir donner d'autant plus de chance à un couple de rester unis, entre autres. Exactement. Et puis, c'est utile par rapport aux enfants, par rapport à… Enfin, vraiment, c'est une hygiène de vie, une hygiène relationnelle qui, une fois qu'on commence à y goûter, on n'a pas plus envie de s'en passer que de la douche qu'on prend régulièrement pour se laver le corps. Exactement. Mais écoutez, Olivier, nous prendrons rendez-vous pour un prochain entretien pour parler de plus en profondeur sur la relation de couple justement et à travers votre expérience de couple qui travaille ensemble avec votre épouse Annabelle, hein, et nous irons décrypter un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans un couple quand on travaille. Je sais pas pourquoi je dis ce mot-là parce que c'est même pas ce qui se passe. On ne travaille pas sur le pardon. On le met en place, on le fait jouer dans la relation de couple plutôt qu'un travail. C'est pas un travail, c'est une prise de conscience si on l'applique ou on l'applique pas, quoi, tout simplement. Oui, en même temps, moi, j'ai pas de problème avec le mot travail. J'ai pas de connotation négative derrière ce mot-là, peut-être parce que mon travail est ma passion. Oui. Je crains qu'il y en ait qui mot effort, labeur et non, c'est pas ça. Ouais. C'est pour ça que je disais ça. D'accord. Bien, écoutez, Olivier, je vous remercie de cette entrevue. Et puis, nous ne manquerons pas de reprendre donc rendez-vous pour un prochain entretien. Et à ce moment-là, on verra ça avec nos auditeurs et voir une suite à donner avec suivant les demandes qui pourront être exprimées. Mais de toute façon, il est certain que ce rapport plutôt à cette relation au pardon et cette demande de pardon est franchement une approche qui mérite d'être connue par le plus grand nombre. J'en suis totalement convaincu. Ouais. Voilà. Et donc je vous laisse le mot de la fin, Olivier. Ce serait bien que vous terminiez vous avec cette idée-là.
Ouais, le mot de la fin, moi, je dis souvent que la guérison du cœur, c'est le grand chantier du 21e siècle. On a fait des progrès spectaculaires dans le siècle précédent au niveau de la médecine physique. On fait des prouesses en chirurgie réparatrice et je dis ça qu'on soit pour ou contre l'allopathie, peu importe. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de faire un chemin aussi important, mais dans la guérison du cœur, parce que ce qui déchire les hommes aujourd'hui dans le monde entier, c'est sa capacité à gérer ses émotions, à arriver à faire ce chemin vers le pardon. Et si on met autant d'énergie et de moyens dans ce travail-là qu'on en a mis dans la médecine physique, à mon avis, on fera un travail extraordinaire qui touchera la famille, qui touchera le couple, qui touchera l'entreprise, et puis aussi notre rapport et nos relations à la nature, à l'environnement et à tout le vivant. Ça, c'est certain. C'est certain. Eh bien, merci Olivier et à bientôt alors. Michel, à bientôt. Merci. Merci.